Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, des histoires bien flippantes. Mais je vous fais une petite confession, pour moi la deuxième c'est celle que je préfère. Vous me direz en commentaire si c'est également votre cas. Perso, je trouve qu'elle a vraiment un côté, on s'y attend pas vraiment, enfin, je vous spoil pas, on verra ça ensemble. Et voilà, je crois que j'ai pas vraiment de blabla à faire aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai vu que vous étiez entre 25 000 et 30 000 nouveaux spectateurs chaque mois, du moins pour les mois de février et de janvier. Donc vous, c'est 25 à 30 000 personnes qui regardez la chaîne et qui n'êtes pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. C'est la meilleure façon de m'aider, c'est aussi une bonne façon pour vous de ne louper absolument aucun épisode. Et si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas où je poste tous les jours des stories, que ce soit mes chats, mes voyages, etc. En tout cas, c'est un endroit où on rigole comme des petits fous. Moi, je vous ai tout dit, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, c'est celle de Enzo. Enzo a 28 ans et il vit avec un truc qui lui prend la tête en permanence. Et je pense que si on était dans sa situation, on ne serait pas très serein non plus. Il nous explique que depuis plusieurs années, il a beaucoup de dettes. Bon, on est d'accord, déjà, avoir beaucoup de dettes, c'est compliqué. Sauf que Enzo, aujourd'hui, il n'a pas des dettes parce qu'il a acheté des meubles qu'il n'a pas pu payer. Non, c'est bien pire que ça, j'ai envie de dire. C'est pour une activité un petit peu illicite. Visiblement, Enzo, c'est quelqu'un qui consomme pas mal de choses assez bizarre, si on peut dire, au point où il s'est endetté pour pouvoir consommer. Et ça, mes amis, c'est juste une catastrophe. Et cette histoire en est la preuve, au-delà de devoir de l'argent pour ce genre de choses, ça a failli lui coûter la vie. La seule chose qu'on ne sait pas exactement, c'est à qui il doit de l'argent, donc nom, prénom, etc. On imagine bien que la personne, c'est celle qui lui a vendu ces choses, mais on ne sait pas exactement qui. Quand ses proches lui posent la question, que ce soit sa famille ou ses amis, il reste assez vague par rapport à ça. On voit que c'est un sujet un petit peu tabou, quelque chose qui le dérange et qui le gêne. Donc il a une réponse qu'il donne à chaque fois. Il dit que cet argent, il le doit à une connaissance. On est d'accord, c'est très vague, c'est un peu une réponse de merde, mais on fait avec. Il y a une chose en particulier qu'il n'a pas forcément honte de dire, ou du moins il ne s'en cache pas, c'est que cette somme d'argent, c'est pas 10 euros, 100 euros ou même 1000 euros, c'est des sommes bien plus colossales. Au point où lorsqu'il en parle, pour le peu de fois où ça arrive, il dit que il voit tout simplement pas comment est-ce qu'il va s'en sortir. Même si chaque mois, il verse tout son salaire pour rembourser les dettes, il lui faudrait des dizaines d'années. C'est d'ailleurs ce qu'il fait lorsqu'il va travailler, c'est en gros du bénévolat. Et vu que son argent sert principalement à rembourser la dette qu'il a envers cette personne, eh bien, il accumule des autres dettes, par exemple pour loyer impayé, etc. Donc, autant vous dire que c'est un cercle vicieux qui, à terme, risque de mal finir. Au quotidien, Enzo, il ne se laisse pas abattre, au contraire, il fait comme si tout allait à peu près bien. De temps en temps, il sort, il voit ses potes et surtout sa famille. Chaque jour, il va travailler, mais dans sa tête, c'est jamais calme. Il pense constamment, chaque seconde, à sa situation financière et ça commence un peu à le bouffer. D'ailleurs, son téléphone il est souvent éteint parce qu'il n'a pas envie de voir certains appels arriver. Comme je vous l'ai dit, il évite aussi de donner trop de détails trop précis à sa famille ou à ses proches parce que sa situation, il en a honte. Il sait très bien que c'est lui qui est à l'origine de sa situation, c'est lui qui s'est mis dans la merde tout seul et il est bien conscient que personne à part lui-même ne pourra l'aider. Il nous raconte qu'en fait au début, il s'est dit que sa situation, il pourrait la gérer assez facilement, sauf que quand on est pris dans un engrenage comme ça, généralement ça s'accumule de plus en plus vite et il a juste fini par être dépassé. Il y a un moment dans l'histoire où Enzo nous raconte qu'en fait, au-delà de sa situation financière, il y a quelque chose qui lui pèse énormément au quotidien. C'est le fait de se sentir observé et peut-être même pisté. Alors, il nous explique qu'il ne sait pas encore exactement s'il devient fou ou complètement parano, mais il a une sensation, c'est d'être suivi, traqué, pisté, peu importe où il va. Alors, moi, à ce moment-là de l'histoire, je me dis, probablement que c'est une impression qu'il a parce qu'il sait qu'il doit de l'argent à des gens pas très fréquentable et que peut-être il se dit que ces gens vont commencer à me chercher, à me pister pour me retrouver et entre guillemets me prendre l'argent de force. Au niveau de son taf, c'est pas quelque chose de très fixe et sérieux. Dans le sens, il enchaîne les petits boulots à gauche à droite histoire de avoir un petit revenu pour payer son loyer, mais comme je vous ai dit, la plupart des mois, c'est pas le cas. Et ça lui arrive souvent d'ailleurs de faire des missions qui durent quelques semaines seulement. Mais voilà, ça dure jamais bien plus longtemps. Mes amis, l'histoire, elle bascule pendant une soirée. Notre ami, il se souvient pas de tous les détails, il raconte simplement qu'un soir, en rentrant un petit peu plus tard du travail, il y a un moment où tout est devenu flou pour lui. Il parle vaguement d'un gros bruit, puis d'un choc à la tête, et ensuite, plus rien. C'est-à-dire qu'il ne se souvient même pas concrètement de ce qui s'est passé. Ses souvenirs reviennent lorsqu'il reprend conscience, il est allongé sur le sol, et il n'est pas sur un matelas très confortable, il est sur un sol qui est froid, extrêmement dur, et là, il peine à ouvrir les yeux. Sa tête, on dirait qu'elle pèse 8 tonnes, sa bouche, elle est très sèche, et au début, il ne comprend tout simplement pas ce qui lui est arrivé, ni même où il se trouve. Il lui faut même quelques secondes, voire peut-être une petite minute, pour comprendre qu'il n'est pas chez lui, il est dans un endroit
complètement inconnu, et ça commence un peu à l'inquiéter. Il se redresse comme il peut, il regarde autour de lui, la pièce est extrêmement petite, mal éclairée, les murs sont en béton, et en gros, ce qui sert en guise de lumière, c'est une simple ampoule qui se balance comme ça au plafond. Un détail qui le surprend au début et qui lui fait comprendre que la situation est un petit peu délicate, c'est qu'au mur, il n'y a aucune fenêtre. En plus de ça, l'air est bizarre, ça sent fort l'humidité, et en regardant d'un petit peu plus près les murs, il voit qu'il y a une sorte de mousse comme des champignons. Donc là, il se dit, je ne suis pas dans un appartement de luxe en plein Paris, je suis dans un endroit assez particulier. Le premier lieu qui lui vient à l'esprit, et je pense qu'on a tous eu la même réflexion, c'est de se dire, je suis dans une cave. Bon, déjà ça, c'est un petit choc à encaisser, mais très vite, il se rend compte d'un deuxième élément peut-être même encore plus flippant, c'est que dans cette cave très glauque, il n'est pas seul. À seulement quelques mètres de lui, il y a un mec qui est assis contre un mur. Il se regarde sans parler pendant quelques secondes parce que chacun essaye de comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est un mauvais rêve? Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que c'est la réalité? Ça, pour l'instant, ils n'en savent rien. Bon, je dis ils n'en savent rien, mais très vite, ils comprennent que malheureusement, c'est la vraie vie. Et l'ambiance dans cette cave, elle est extrêmement tendue, parce que personne ne sait quoi dire, mais au bout de 2 minutes, ils finissent par parler très doucement, sans trop s'approcher. Premièrement, ils se demandent leur prénom, donc « mec, comment tu t'appelles ?» Et ils échangent ce qu'ils savent, c'est-à-dire pas grand-chose, parce que le truc, c'est que ni Enzo, ni ce mec sait comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Bon, la discussion tourne très vite en rond, ils sont là « mais mec, qu'est-ce qu'on peut avoir en commun ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on est les deux là dans une cave au lieu de vivre notre meilleure vie ?» Mais très vite, la discussion s'oriente vers un sujet assez précis, et ce sujet, ce sont les dettes. Enzo explique calmement au mec qu'il doit une énorme somme d'argent à un mec peu fréquentable. Il reste assez vague sur la raison, mais voilà. Il dit qu'il est endetté, et lorsqu'il a fini son monologue, lorsqu'il a tout expliqué, c'est au tour du deuxième mec. Et finalement, les deux hommes nous racontent qu'ils sont dans la même situation. Tous les deux doivent beaucoup d'argent au même type pour la même activité, ou plutôt devrais-je dire la même consommation. Et c'est là que dans leur tête, tout commence à s'aligner. Alors, tout devient beaucoup plus clair, mais également beaucoup plus inquiétant parce qu'ils savent qu'ils ne se sont pas retrouvés là pour les sauver de quelque chose. Non, non, non. Au contraire, ils sont là parce que peut-être qu'on va leur prendre cet argent de force. Évidemment, vous en doutez, ils n'ont pas 1 centime sur eux. Et on pourrait se dire, bon, peut-être que je suis là par erreur, la personne s'est trompée, sauf que en discutant avec le mec, ils se sont rendus compte qu'ils ont exactement la même situation, qu'ils doivent de l'argent à la même personne, donc l'erreur, elle est quand même assez improbable. Tout ça, pour vous résumer en gros la situation en quelques mots, on est dans la merde. Bon, très vite, Enzo, il a le bon réflexe. Il commence à regarder la cave autour de lui. Il observe chaque recoin, chaque détail et chaque mur. Et à force de faire ça, il remarque certaines choses. Sur le sol et sur certains murs, il y a des traces très sombres. Et bon, il n'y a pas vraiment de doute, si je peux dire. Ces traces, c'est un liquide rouge sec. Enfin, liquide sec, vous aurez compris. Et en plus de ces taches, il voit qu'il y a des inscriptions gravées. C'est plus particulièrement des prénoms, des dates, des chiffres, et à côté de certains prénoms, il y a carrément des montants. Enzo, il est pas con, il n'a pas besoin qu'on lui explique ce que c'est, ce que ça signifie. Il se rend très vite compte que lui-même et son, entre guillemets, pote qui était assis contre le mur, ce ne sont pas les premiers, ni même les derniers à fréquenter cette cave, et que ces prénoms, c'est tout simplement le prénom des gens qui doivent de l'argent. Maintenant, la question, c'est que est-ce que ces traces qui sont rouges et séchées, est-ce que ça leur appartient, dans le sens est-ce que c'est leur sang? Ça, malheureusement, on ne peut pas le garantir. En se concentrant 2 secondes, il se rend compte que l'odeur qu'il sent depuis le début, donc cette espèce d'odeur de cave, d'humidité, etc., eh bien, c'est pas une odeur très naturelle. Dans le sens, c'est pas de l'humidité, c'est pas une odeur de renfermé comme une cave qu'on n'a jamais aérée depuis 10 ans, mais c'est quelque chose d'autre. Bon, les deux se mettent à l'action, ils se lèvent, ils commencent à fouiller la pièce, et derrière un matelas qui se trouve dans un coin de la pièce, il trouve un téléphone qui est brisé. Quand je dis brisé, c'est l'écran qui est fracassé en 1000 morceaux. Bon, en voyant ça, on se dit, le téléphone, il est mort. Sauf que Enzo, il tente quand même de l'allumer. Et à sa plus grande surprise, le téléphone fonctionne. Il commence à fouiller les différents menus, il va sur la galerie d'images, et les deux mecs voient qu'il y a une vidéo qui a été enregistrée très récemment. Ils hésitent quelques secondes avant de la regarder, ils la lancent, et première image de la vidéo, c'est un homme que Enzo ne reconnaît pas, donc il n'en a aucune idée de qui c'est. Il a l'air très fatigué, il parle très vite comme quelqu'un qui n'a pas vraiment le temps, et il explique en gros que le propriétaire de cette cave, c'est un dégénéré, qu'il torture les gens qui lui doivent beaucoup d'argent, et que dans son cas à lui, d'ici quelques secondes, ce mec va redescendre, et probablement le buter. Ses dernières phrases, c'est de dire, ben voilà, je fais cette vidéo, j'espère que quelqu'un tombera dessus un jour, si jamais je disparais. Vous l'aurez compris,
ce ne sont pas des policiers qui sont tombés sur cette vidéo comme le gars l'espérait, mais c'est notre ami Enzo et son pseudo-pote. Après ces derniers mots, la vidéo s'arrête brutalement. Enzo reste un moment sans parler avec le téléphone dans la main et il comprend qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucun doute, ni même le moindre espoir. Cette cave, c'est pas une attraction, c'est pas un escape game, c'est un endroit extrêmement glauque dans lequel il se passe des choses affreuses et des gens y perdent la vie. Quelques secondes plus tard, les deux amis entendent des bruits de pas qui les fait sursauter et ils entendent surtout un bruit métallique et ce bruit métallique, c'est pas n'importe quoi, c'est une clé dans une serrure. Au même moment, la porte s'ouvre, un homme entre dans la cave, il descend les escaliers, il fixe les mecs dans les yeux et il s'attarde pas dans le sens, il ne fait pas durer le suspense. Il dit aux mecs, si vous êtes là, c'est parce que vous me devez de la thune. Le problème, c'est que vous jouez les morts depuis plusieurs mois, vous n'avez jamais répondu au moindre message ni même au moindre appel. Donc aujourd'hui, mes deux amis, il va falloir assumer. Il se tait, il pose simplement une bouteille d'eau par terre, puis il prend ses clics et ses claques et il se barre. La porte se referme derrière lui, le silence retombe d'un coup, et vous vous en doutez bien que l'ambiance dans la cave, c'est de la merde. Enzo reste debout quelques secondes, il a les yeux fixés sur cette bouteille, parce que si le mec veut vraiment les buter, pourquoi est-ce qu'il leur donne à boire? L'autre gars, qui est avec lui dans la cave, s'approche de cette bouteille, et le problème, c'est que les deux ont la gorge extrêmement sèche, sachant qu'ils n'ont pas bu depuis plusieurs heures, et que probablement, on leur a fait ingérer une substance inconnue pour les endormir. Sans réfléchir, le mec prend la bouteille d'eau, il commence à dévisser le bouchon, il amène la bouteille vers sa bouche, et Enzo, il a un réflexe, il lui chope le bras, il lui dit « Attends une seconde », l'autre le regarde assez mal parce que, il a soif, et Enzo lui dit « Mais attends, c'est pas logique, regarde l'autre plus près ». Parce que si ce mec veut nous tuer, pourquoi est-ce qu'il nous donne à boire? Ça a juste aucun sens. Bon, le mec trouve que c'est un raisonnement plutôt intelligent. Il penche la bouteille sous la lumière et ils voient tous les deux que l'eau, elle est pas claire comme elle devrait l'être. Elle est même légèrement trouble. Bon, c'est pas non plus l'eau de la Seine, on est d'accord, c'est une eau particulière. Mais ça sent bizarre. Enzo, on lui dit que c'est pas normal, que même une vieille bouteille qui a de l'eau propre, ça a pas cette gueule. Et en gros, les deux comprennent que il faut pas boire. Ils s'assoient les deux, chacun de leur côté, adossés au mur, sans vraiment savoir quoi faire. En gros, ils attendent l'heure de vérité, donc le moment où le gars redescendra dans la cave, et peut-être le moment où tout va s'arrêter pour eux. Ils essayent de faire passer le temps, ils discutent de tout et de rien, histoire de ne pas être seuls avec leurs pensées. Ils reparlent des noms qui sont gravés sur les murs, des montants, des dates, et Enzo, dans sa tête, il fait un lien, il se dit que les dates correspondent sûrement au moment où ces gens sont arrivés dans la cave, et il fait un truc très glauque dans sa tête, c'est qu'il essaye de deviner combien de temps ces gens ont tenu là-dedans avant de se faire buter. En même temps qu'il fait ça, il continue de regarder autour de lui comme s'il cherchait un peu une solution miracle. Il tape contre les murs, il tape contre la porte, mais malheureusement, il n'y a rien qui bouge. Et à force de rester là, enfermé à ne rien faire, leur imagination commence à leur jouer des tours. Et au bout de plusieurs minutes, dans le silence total, donc les deux ont arrêté la discussion, le deuxième mec reparle du téléphone qu'ils ont trouvé derrière le matelas. Il dit voilà, mec, j'ai l'impression que le gars sur cette vidéo, il venait pas d'arriver dans le sens... Il était là depuis un petit moment. Et Enzo, il dit « Ouais, je suis d'accord, mais il comprend pas vraiment où il veut en venir. » Il repense à la façon dont ce mec parlait, à la fatigue dans sa voix, au fait qu'il n'avait probablement plus d'espoir, mais qu'il a quand même pris le temps d'enregistrer une vidéo. Et ça lui donne une idée assez claire de ce qui les attend. Évidemment, vous en doutez, dans cette cave, il n'y a absolument aucun réseau. Donc même avec un téléphone qui fonctionne, ils sont niqués. La seule chose qui leur vient en tête, c'est de se dire « ce mec a fait une vidéo, c'est nous qui l'avons trouvé, c'est à nous de nous enregistrer, de faire un petit selfie en mode « Coucou la police, si on disparaît, voilà, vous saurez ce qui nous est arrivé. » Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils enregistrent une petite vidéo souvenir si jamais les choses venaient à mal tourner. Enzo va se rasseoir, il dit au mec « Bon, c'est bien, on a fait notre petit selfie, on est content. Maintenant, il faut un plan pour sortir de cette merde parce que on peut pas juste accepter de se faire tuer dans cette cave. » Donc il lui dit « Écoute, j'ai besoin de ton aide, je vais pas pouvoir agir seul, mais la prochaine fois que ce mec descend dans la cave pour nous attaquer ou pire, c'est à nous de lui sauter dessus. Et c'est simple, on lui saute dessus, on essaye de lui péter la gueule, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tonton Johnny, j'arrive. L'autre gars l'écoute, il répond pas directement, parce que tous les deux savent que c'est très risqué, que ça risque probablement de mal finir. Mais ils savent aussi d'un autre côté que rester là les bras croisés, ça signe leur arrêt de mort. Alors autant tenter quelque chose. Ils se mettent d'accord, ils mettent un plan en place. À partir de là, le temps continue de passer. Enzo et l'autre gars entendent parfois des bruits qui s'approchent de la cave, mais pour l'instant, toujours rien. La bouteille d'eau, elle reste là, posée, intacte, et ça dure tellement longtemps que Enzo, il commence à sentir la fatigue qui s'installe, mais il lutte pour rester éveillé parce que s'il s'endort, c'est terminé pour lui. Tout à coup, les deux mecs sont gentiment en train de s'endormir lorsque soudainement, ils entendent la clé dans la serrure et quelqu'un
quelqu'un qui descend les escaliers. Bon, là c'est la panique, les deux se redressent, ils ne disent rien du tout. Ils se regardent, leur cœur commence à battre à 2000 à l'heure, et alors qu'ils sont en train de se fixer dans les yeux, ils se font un petit signe de tête, en mode « c'est maintenant ou jamais ». Le ravisseur descend dans la cave comme la première fois, il est tranquille, sûr de lui, il se dit « ces mecs ont bu la bouteille d'eau, ils sont par terre ». Une fois arrivé en bas, il regarde Enzo, puis l'autre mec, puis la bouteille d'eau, et ils se mettent à rire. Il leur dit « vous n'avez pas bu ma bouteille ?» Je le prends extrêmement mal parce que pour moi, c'est un cadeau que je vous fais. Malheureusement pour vous, c'est l'heure, c'est ici et comme ça que ça se termine. Et là, dans sa tête, Enzo, il comprend que c'est maintenant ou jamais. Bon, là, tout se passe en quelques secondes, le ravisseur n'a même pas le temps de finir sa phrase, que l'autre gars lui saute dessus par derrière. Face à la puissance du choc, ils tombent tous les deux en arrière. Je vous épargne des détails, c'est des grosses insultes, des gros coups qui arrivent. Enzo, il est un peu bloqué, il reste figé une fraction de seconde, mais très vite, il reprend ses esprits, il se dit « mec, je ne peux pas bader maintenant parce que si je bade, c'est terminé ». Donc il saute sur les deux mecs et il commence à mettre des coups lui aussi. Une fois qu'Enzo se rend compte que le ravisseur est dans les choux, il dit à son pote « mec, c'est maintenant, il faut qu'on se barre, on court ». Et on s'arrache. Sa voix est complètement pleine de panique, mais le gars le comprend. Sauf que là, le ravisseur reprend ses esprits et il continue de se battre. Enzo, il se retire un peu de la bagarre, et là, il y a quelque chose qui nous explique et qui se passe dans sa tête, qui est atroce. Il regarde la scène, donc il voit son pote et le mec se battre, et il se dit, mais en fait, est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je pars en courant et j'abandonne mon pote? Ou est-ce que je l'aide et que potentiellement, on finit les deux dans un cimetière? Il ne réfléchit pas, il prend ses clics et ses claques, il se barre en courant, mais il fait à peine quelques mètres, il arrive en haut de la cave, il se retourne et là il voit une scène qui le marquera à vie. Il voit son pote qui est en train de le battre, qui le regarde comme ça, donc il se regarde dans les yeux. Et Enzo, en voyant les yeux de son pote, il se dit « mais je suis vraiment une merde, je peux pas l'abandonner comme ça ». Il redescend les escaliers et il continue de le taper. Au bout de quelques minutes, le mec est presque inconscient, il dit à son pote « tu me suis, on se barre ». Et les deux sortent en courant de la cave. Une fois arrivés dans la maison, ils voient la lumière du jour, ça leur fait mal aux yeux tellement ils n'avaient plus l'habitude. Ils sortent de la maison par la porte, ils s'arrêtent sur le trottoir, ils sont là « mais mec, on est où est-ce qu'on va ?» Et là, ils prennent une décision, ils se disent « on part chacun d'un côté ». Comme ça, de toute façon, il y en a un des deux qui survit si le mec se réveille. Ils ne se disent même pas au revoir, Enzo part à droite, l'autre à gauche. Et mes amis, à cet instant, Enzo ne savait même pas que c'était la dernière fois qu'il allait voir ce gars. Ce gars, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Par contre, Enzo, lui, il a pu regagner la ville. Il a alerté le gérant d'un restaurant en mode « mec, il faut absolument que tu m'aides, il faut absolument que tu arrives à me situer ». Et finalement, il a pu rentrer chez lui. Son pote, qui était avec lui dans la cave, il ne sait pas du tout ce qu'il est devenu depuis ce jour-là, parce que il ne l'a plus jamais recroisé. Tout ça, ça a fait beaucoup de peine à Enzo, parce qu'il nous explique qu'en fait, ce mec, dans la cave, c'est pas devenu son meilleur ami, mais c'est devenu quelqu'un avec qui il a vécu une situation absolument abominable. Et quand on vit ce genre de choses avec quelqu'un, même si on ne le connaît pas, il y a une sorte de lien qui se crée. Et le fait de ne plus jamais voir ce mec et de ne même pas savoir ce qu'il devient, ça l'angoisse beaucoup. Mais au moins, notre ami Enzo est en vie, il n'est pas blessé, et il est passé à ça de finir dans un cimetière. Le seul petit détail assez frustrant qu'on a dans cette histoire, c'est que malheureusement, on ne sait pas ce qu'il est devenu, dans le sens où on ne connaît pas sa situation aujourd'hui. Donc quand je vous dis c'est à l'heure actuelle, parce que cette histoire a été écrite il y a quelques années, est-ce qu'il a pu rembourser ses dettes? Est-ce qu'il a pu reprendre une vie normale? Ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, on croise les doigts pour que tout soit revenu dans l'ordre. De la même façon qu'on espère que tout va bien pour l'autre gars qui était avec lui dans la cave. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant, on passe à la deuxième, qui, je vous le rappelle, est assez particulière. Non pas que c'est un truc de ouf, mais la mécanique, on l'a jamais eu sur la chaîne, et voilà, je vous spoil pas. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Mathieu. Mathieu a 38 ans et aujourd'hui, il peut dire qu'il a plutôt bien réussi sa vie. Il travaille dans une très grosse boîte de logistique qui elle-même appartient à un très grand groupe, donc autant vous dire qu'il gagne plutôt bien sa vie. Cette boîte, elle a des entrepôts partout, des contrats très importants et avec son poste, il a d'énormes responsabilités. Vous l'aurez compris, Mathieu, c'est quelqu'un qui vit plutôt bien, il ne manque de rien. Il a une maison très confortable, une femme avec qui tout se passe extrêmement bien et il nous décrit sa vie de façon générale comme étant parfaite. Mais bon, Mathieu, il n'est pas arrivé là par hasard. Il a bossé pendant des années sans vraiment compter ses heures. Il a parfois accepté des postes pas évidents du tout, des responsabilités de plus en plus lourdes sans jamais voir le salaire évoluer. Et globalement, dans sa carrière, il a appris à être fiable, discret et efficace. Dans son entreprise, il est très respecté. On lui fait confiance sur absolument tout, on lui confie des dossiers de plus en plus importants et ça lui va. Il y a quelques semaines, son entreprise a fait l'objet d'un article dans un journal local et cet article parle du développement économique de la région. Est-ce que c'est intéressant? Pas du tout. Il parle aussi des entreprises qui marchent plutôt bien, des gens qui ont réussi professionnellement et pour la première fois, dans cet article, il y a notre ami Mathieu. Son nom apparaît noir sur blanc, son poste est mentionné, son parcours également. On parle de son évolution,
de sa stabilité, du fait qu'il est là depuis très longtemps, et que pour en arriver là, ça s'est pas fait par magie, il a gravi échelon par échelon. Quand Mathieu lit l'article, il ressent un mélange de fierté, mais quand même une petite gêne. Bien sûr, il est content parce que ça fait toujours plaisir de voir que des gens écrivent ce genre de choses sur nous. Mais lui, c'est quelqu'un d'assez réservé, d'assez discret, donc le fait d'être mis en avant comme ça auprès de toute une région, ça le met un peu mal à l'aise. Mais bon, pour lui, c'est une bonne chose, donc c'est pas si grave. En rentrant à la maison, ce soir-là, il montre l'article à sa femme, ils en parlent vite fait, autour d'un café. Évidemment, elle le félicite, elle lui dit qu'elle est extrêmement fière de lui. Et puis, la discussion s'oriente assez vite vers quelque chose d'autre. Pour Mathieu, vous l'aurez compris, c'est simplement un article, donc voilà, il n'y a pas de raison d'en faire tout un plat. Il y a un truc que cet article ne mentionne pas forcément, c'est que Mathieu, malgré sa réussite, c'est quelqu'un d'assez seul, parce qu'il nous explique qu'en fait, avec son travail, avec le temps, il a perdu beaucoup d'amis, parce que voilà, il a un poste avec de fortes responsabilités, quand on a ce genre de poste, généralement on fait quand même pas mal d'heures. Après, je dis pas que tout le monde fait des heures quand on a des responsabilités, attention. Mais voilà, il fait en gros de sa carrière professionnelle sa priorité. Logiquement, ses amis, quand il lui propose une fois, deux fois, trois fois de sortir et qu'il voit à chaque fois qu'il dit non, eh bien, il y a un moment où il se lasse et il coupe un petit peu le contact. Mais heureusement, c'est pas arrivé avec tout le monde, il lui reste des collègues, des connaissances, mais malheureusement, très peu de vrais amis. Mais bon, il nous explique que c'est quelque chose qui ne le dérange pas plus que ça, au contraire, il s'y est habitué. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? J'en suis pas convaincu, mais bon, chacun sa vie. Quelques jours après la parution de cet article, Mathieu est au travail en pleine journée, quand tout à coup, le téléphone se met à sonner. Bon, il décroche, sans réfléchir, en pensant que c'est simplement un client ou un collègue, mais à l'autre bout du fil, une voix se présente et dit son prénom. Mathieu met quelques secondes à comprendre de qui il s'agit, puis d'un seul coup, ça lui revient. Cette voix, en fait, il la connaît parfaitement, c'est un ancien ami d'enfance qu'il n'a pas vu depuis des années, et ce n'est pas quelqu'un avec qui il s'est embrouillé ou même avec qui il a coupé les ponts volontairement, c'est simplement que le temps s'est chargé de les éloigner au fur et à mesure, un peu comme on a probablement tous vécu dans notre vie. L'homme, au téléphone, lui explique qu'il a retrouvé sa trace grâce à cet article, qu'il a immédiatement appelé l'entreprise parce qu'il voulait lui parler, et il s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Bon, sur le moment, Mathieu, il est trop content, il trouve ça trop cool de pouvoir retrouver un de ses potes grâce à cet article, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il a pas beaucoup de potes, mais le fait que quelqu'un pense à lui, ça lui fait chaud au cœur. Et bref, il parle pendant quelques minutes au téléphone, il évoque des souvenirs très joyeux. Il parle aussi des gens qu'il connaissait à l'époque ou des endroits dans lesquels il traînait. Et tout naturellement, à un moment, il décide de se revoir pour aller prendre un café. Le jour J, les retrouvailles se passent extrêmement bien, les deux hommes parlent de leur vie respective, de ce qu'ils sont devenus, de leur situation actuelle, que ce soit financière, mariée, etc. Et l'ami d'enfance de Mathieu le félicite pour sa réussite professionnelle. Il lui dit qu'il a vu l'article, qu'il trouve ça impressionnant de voir quelqu'un qui était dans la même classe que lui arriver au top. Donc forcément, Mathieu, il est flatté, il apprécie, ça lui fait beaucoup de bien d'entendre ces mots. Et au-delà de cette réussite professionnelle, de ces gentils mots, ça lui fait super plaisir de retrouver un ancien copain. À la fin du rendez-vous, il y a quelques jours qui passent, puis il se revoit une deuxième fois, puis une troisième, et à chaque fois, tout se passe extrêmement bien. Mathieu, il a l'impression de renouer avec une partie de sa vie qu'il avait mise un petit peu de côté. Et un jour, lorsqu'ils se rencontrent avec ce gars, ils sont en train de marcher dans un parc, et Mathieu se dit, bon, ça y est, c'est le moment, je pense que ce gars, je l'ai assez revu pour lui proposer de venir dîner chez moi, donc c'est exactement ce qu'il fait. Il lui dit, écoute, avec ma femme, on serait très heureux de t'accueillir pour te préparer à dîner. Ça peut être l'occasion que tu la rencontres. Et surtout, que ce soit quelque chose d'un petit peu plus intime que d'être en public. Le gars accepte directement. Mathieu, il propose à sa femme après avoir demandé à son pote. Donc en gros, c'est comme si elle n'avait pas vraiment le choix. Mais heureusement pour lui, elle accepte. Et elle trouve ça trop cool parce qu'elle va rencontrer quelqu'un qu'il connaît depuis tout petit. Le soir du dîner arrive et l'ambiance est parfaitement détendue. Ils mangent tous les trois, ils discutent, ils parlent de tout et de rien. La femme de Mathieu pose des questions sur leur enfance, ce qu'ils faisaient à l'époque, comment étaient leurs potes. Et Mathieu, il répond tranquillement. Il est à l'aise, il rigole. Et puis, à un moment, l'ami de Mathieu lâche calmement devant sa femme. « Hé Mathieu, tu te souviens de la nuit où t'as fait une énorme connerie ?» Mathieu commence un peu à paniquer, il répond vite mais sèchement en disant c'est n'importe quoi, il sait pas de quoi il parle et même moi j'ai pas forcément envie d'aborder le sujet. Bon, sa réaction elle est immédiate, très sèche, donc forcément sa femme elle le remarque direct et elle sent très vite qu'il y a quelque chose de bizarre autour de cette fameuse connerie. Donc elle insiste, elle demande de quoi il parle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais Mathieu, à chaque fois, il évite le sujet. Il dit que ce sont des conneries de jeunesse, des choses dont il n'est pas très fier mais dont il n'a pas envie de parler. Et vous vous en doutez bien, autour de la table, l'ambiance devient assez lourde. Forcément, le dîner finit un petit peu plus vite que prévu, mais au moment où son pote allait partir, Mathieu le prend à part et il lui demande clairement de se taire et de ne plus jamais parler de ça devant sa femme. Là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe parce que son ami le regarde assez longuement et
il s'excuse pas. Il lui répond, au contraire, il lui répond calmement qu'il n'a jamais oublié cette nuit-là et que c'est la seule personne sur Terre à connaître son secret. À ce moment-là, notre ami Mathieu comprend très vite que le passé qu'il croyait avoir oublié et enterré, eh bien, visiblement, c'est pas le cas pour tout le monde parce qu'il revient de faire surface et il se dit « Je suis dans la merde ». Son ami sort de la maison, il rentre chez lui et Mathieu, chez lui, c'est pas la guerre avec sa femme, mais l'ambiance est très pesante parce qu'elle a l'impression qu'il lui cache quelque chose, qu'elle ne veut pas lui dire la vérité sur une histoire. Et forcément, ça l'inquiète. Je pense que ça aurait été pareil pour vous et moi, sauf que Mathieu ne veut pas lâcher le morceau. Et d'ailleurs, nous, ça nous emmerde aussi parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qu'il a fait. Forcément, après cette soirée, pendant la nuit, Mathieu, il dort très mal parce que tout ce que son ami a dit, ça reste coincé dans un coin de sa tête et ça tourne en boucle sans s'arrêter une seule seconde. Il se repasse en boucle la scène où il voit l'air tranquille de son ami qui lâche cette bombe et il se souvient aussi de la sensation qu'il a ressentie à ce moment précis. Parce que Mathieu, il sait très bien quelle nuit il évoque, il sait très bien ce qu'il a fait ce soir-là. Et rien que le fait d'y repenser, ça le met dans un état pas possible. Enfin bref, vers 3h du matin, notre ami finit par s'endormir. Le lendemain matin, il se prépare, il va travailler comme d'habitude. Il suit sa petite routine, mais il est complètement ailleurs. Il arrive quand même à faire son taf, mais pendant la journée, il reçoit un appel de son ami. En voyant son nom sur son téléphone, Mathieu hésite une seconde avant de décrocher. Puis, au bout de quelques secondes d'appel, l'homme lui dit qu'il sent bien que la remarque de la veille l'a mise très mal à l'aise, mais qu'il ne comprend pas pourquoi Mathieu a réagi comme ça. Il lui dit, tu sais, j'ai jamais oublié cette nuit-là, j'y repense encore parfois, même aujourd'hui. Et Mathieu le coupe. Il lui répond sèchement qu'il ferait mieux d'arrêter, que ce genre de souvenir n'a rien à faire dans leur vie actuelle, que ça appartient au passé. Mais son ami, à l'autre bout du fil, il devient de plus en plus calme. Et ça, pour Mathieu, c'est chelou. Parce qu'au-delà de devenir de plus en plus calme, il commence à parler plus précisément. Il évoque un entrepôt, une ambiance particulière, une odeur de brûlé. Il évoque même la façon dont le feu s'est propagé, les flammes qui sont visibles de très loin. Et malgré tout ça, il n'entre pas dans les vrais détails, mais il en dit suffisamment pour que Mathieu comprenne exactement de quelle nuit il parle. Il le coupe, il lui dit « Arrête immédiatement, je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Et si tu continues, c'est simple, je te bloque. » Bon, on connaît pas la suite de l'histoire, donc je vais dire ça à prendre avec des pincettes, mais n'importe qui aurait arrêté. Sauf que visiblement, ce n'est pas le cas de son pote. Il ajoute même une phrase qui va glacer Mathieu sur place. Il lui rappelle que cette nuit-là, dans l'incendie qu'il a provoqué, quelqu'un est mort et que aujourd'hui, dans la loi, ça s'appelle un homicide et que visiblement, c'était un homme qui se trouvait dans l'entrepôt, donc au mauvais endroit, au mauvais moment, et que cette personne n'avait rien demandé à part mener une belle vie. Bon, là, les choses commencent à tourner un petit peu au vinaigre, vous l'aurez compris. Mathieu, d'après ce qu'on comprend à ce moment-là de l'histoire, quand il était plus jeune, il a mis le feu à un entrepôt. Et malheureusement, cet entrepôt n'était pas vide, il y avait quelqu'un qui travaillait. Et ce quelqu'un n'a pas pu sortir à temps et il est décédé, tragiquement. On dirait que cette histoire a été oubliée, ou du moins elle n'a pas été résolue parce que Mathieu est toujours là et il n'en parle pas. Donc le fait qu'un de ses potes en parle et que ça commence à ressembler vite fait à du chantage, ça n'annonce rien de bon. Bon, après avoir entendu tout ça, Mathieu raccroche, il reste là, figé, devant son bureau, et ça dure pendant plusieurs minutes. Pendant ces plusieurs minutes, il essaye de se convaincre que son pote cherche vite à le déstabiliser, et il essaye de se répéter que tout ça, c'est derrière lui, que personne n'a jamais rien prouvé, que l'enquête qui a été menée à l'époque n'a rien donné, alors c'est tout simplement impossible que ça revienne lui gâcher la vie plusieurs dizaines d'années après. Le lendemain, son ami le rappelle, Mathieu, il décroche même s'il n'en a pas envie. Et bizarrement, cette fois-ci, son pote ne lui parle pas du passé, mais il lui parle du présent. Il explique en quelques phrases à Mathieu qu'en gros, il galère professionnellement et qu'il a vu à quel point Mathieu, lui, avait réussi. Et il fait comprendre à Mathieu que voilà, il y en a un qui a une situation catastrophique, l'autre qui a une très bonne situation, donc peut-être ce serait cool de se rendre service. C'est relativement simple, il demande à Mathieu un poste dans son entreprise ou à la limite une recommandation très poussée parce que Mathieu étant très haut placé dans la boîte, il a le pouvoir. Mathieu comprend immédiatement où ça mène et sa réponse est claire et nette, c'est un non catégorique. Il lui explique qu'il ne peut pas faire ça, que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et lorsqu'il lui dit ça, le silence s'installe dans l'appel. Quelques secondes plus tard, l'ami lui dit qu'il est extrêmement déçu, qu'il pensait que Mathieu n'avait pas oublié d'où il venait. Et lorsqu'il entend ça, ça y est, Mathieu il se dit, bon, il me casse les couilles, je raccroche. La journée continue, tout va bien, Mathieu fait son taf, lorsque, quelques heures plus tard, notre ami Mathieu est convoqué par ses supérieurs. Bon, dans le mail de convocation, il n'y a pas d'objet, donc il ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on veut lui parler. Il se dirige vers la salle de réunion, il entre. Il a un peu un mauvais pressentiment avec tout ce qui se passe ces derniers temps, et il remarque très vite que les visages de ses supérieurs, ils sont fermés, et qu'en gros,
ça sent un peu le roussi. On lui dit « Bonjour Mathieu, prenez place, on doit vous parler ». Et généralement, quand une réunion avec ses supérieurs commence comme ça pue un peu la merde si je peux dire. Et là, les dirigeants continuent. Ils disent « Voilà, aujourd'hui, on a reçu un mail anonyme. On lui tourne un écran d'ordinateur sur lequel il est écrit ce qui a été envoyé. Et lorsque Mathieu lit ça, il comprend dès les premières lignes que malheureusement, ce mail, il est problématique. Et pourquoi est-ce qu'il l'est ? Tout simplement, ce mail évoque un incendie criminel qui est survenu plusieurs années plus tôt, qui a eu lieu dans un entrepôt industriel. Il donne des détails extrêmement précis, du style des horaires, des emplacements, des éléments qui n'ont jamais été rendus publics par l'enquête. Et en gros, ces détails, il n'y a que les enquêteurs et l'auteur des faits qui peuvent les connaître. Sans trop attendre, le mail cite directement le prénom de Mathieu. Et là, ses supérieurs lui demandent s'il a quelque chose à dire. Là, notre ami réfléchit quelques toutes petites secondes et il commence par expliquer que voilà, il est victime de chantage depuis plusieurs jours. Il leur dit la vérité entre guillemets en leur racontant qu'un homme de son passé essaye de se venger et que tout ça, c'est dû au fait qu'il ait refusé de l'aider professionnellement. Il leur dit que ce mail est une tentative de pression. Il affirme qu'il n'a rien à voir avec cet incendie. Bien évidemment, vous l'aurez compris, il ment, mais il le fait avec assurance. Et surtout, il n'y a toujours aucune preuve qui permet de l'incriminer. Malgré tout ça, malgré ces explications, il y a quand même une enquête interne qui est ouverte parce que l'entreprise, elle peut pas se permettre un scandale aussi gros. Mathieu sort de la réunion, il est vraiment tout tremblant, enfin, il en peut plus de cette histoire. Et autant vous dire que les jours suivants, ils sont très pesants. Mathieu, au travail, il sent que certains collègues se posent des questions, donc il fait profil bas. Et il continue de travailler normalement, et de son côté, les dirigeants, ils cherchent des preuves. Ils cherchent des preuves pour montrer sa culpabilité, mais après de nombreuses recherches, ils ne trouvent que dalle. Le mail est anonyme, donc on ne peut même pas remonter la source. Donc Mathieu, il est tiré d'affaire au niveau de son taf. Voyant que Mathieu est safe, son ami le rappelle. Et cette fois-ci, il ne lui parle plus de travail, mais il le menace directement. Il lui dit simplement « Écoute Mathieu, si tu ne coopères pas, si tu ne me trouves pas un poste dans ton entreprise, je vais aller parler à ta femme et je vais tout lui raconter en détail. » Mathieu lui répond presque avec arrogance. Il lui dit écoute, fais ce que tu veux, je m'en balèque. Parce qu'au fond de lui, il est persuadé que ce type n'osera pas aller jusque-là. À la fin de la journée, lorsqu'il rentre chez lui, Mathieu sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Sa femme est présente à la maison, mais elle ne parle presque pas. Et au-delà de ne pas parler, elle le regarde pas vraiment, donc voilà. Quand il lui demande quelque chose, elle répond très sèchement. Et ça, généralement, quand ça arrive, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Mathieu essaye de lancer une discussion normale, il parle de sa journée, il lui demande comment s'est passée la sienne, mais voilà, elle répond ah ouais, pas mal. Et elle le coupe presque dans ses questions un peu bidons, et elle lui dit écoute Mathieu, t'as pas quelque chose à me dire par rapport à ton passé ? Notre ami, il est en sueur, il essaie de gagner du temps, il demande pourquoi cette question. Elle lui dit écoute, cet après-midi j'ai reçu un message, j'aurais préféré ne jamais le lire. Et là Mathieu il comprend très vite, enfin je veux dire il a pas besoin de réfléchir plus que ça. Mais il veut pas avouer direct, parce qu'il se dit c'est peut-être une tentative de bluff. Il lui dit, mais ce message, qu'est-ce qu'il disait ? Elle lui dit, écoute, c'est assez simple, ça raconte une histoire de quand tu étais plus jeune. Apparemment, tu aurais mis le feu à un entrepôt avec 2 de tes potes. Tu aurais fait ça pour les impressionner, mais malheureusement, quelqu'un est décédé dans cette histoire. Quand elle lui dit ça, elle le regarde dans les yeux et elle lui demande, est-ce que c'est vrai ? Mathieu n'arrive pas à répondre tout de suite, il sent que tout s'effondre en lui et autour de lui. Il se remémore sa vie ces dernières années, c'est-à-dire qu'il a construit une carrière parfaite, sans prendre en compte son passé, sans se remémorer cette histoire. Et là, ça refait surface du jour au lendemain. Il essaye encore un peu de nier, mais il n'est pas convaincant du tout. Sa femme, elle le connaît sur le bout des doigts, elle le connaît par cœur, et elle sait très bien lorsqu'il est en train de mentir. Et elle lui dit, écoute, tu sais, j'ai eu trop de détails, donc ça ne peut pas être inventé. Et là, Mathieu, il peut juste pas continuer de mentir. Il lui dit oui, il y a bien eu une histoire comme ça. C'est bien moi qui ai mis le feu pour impressionner mes potes, mais j'étais jeune, j'étais complètement inconscient et j'ai jamais mesuré les conséquences que ça pourrait avoir. Il lui dit qu'il n'a jamais voulu tuer quelqu'un et que son intention, elle n'était pas mauvaise. Après, vous me direz comment est-ce que votre intention ne peut pas être mauvaise sachant que vous foutez le feu à un entrepôt. Mais bon, pour lui, c'était sa logique. Pendant qu'il raconte ça à sa femme, elle l'écoute attentivement, elle encaisse le choc et quand il finit, elle lui dit quelque chose qui le marque profondément. Elle lui dit que c'est pas seulement ce qu'il a fait qui la choque, mais plutôt le fait qu'il ait vécu toutes ces années avec elle sans jamais lui en parler. Et elle continue, elle lui dit « Écoute Mathieu, je sais plus qui tu es, je t'avoue qu'un tel secret que tu me l'as caché, ça passe pas vraiment. » Et elle finit par lui dire qu'elle a besoin de prendre de la distance, de se retrouver et de réfléchir. Quelques minutes plus tard, elle monte à l'étage, elle s'enferme dans la chambre, elle prépare ses valises, elle prend ses clics et ses claques
et elle se barre. Mathieu n'essaye même pas de la retenir ou de se justifier parce qu'il sait que c'est lui qui a merdé. Et donc, il se retrouve tout seul chez lui en une fraction de seconde. Les jours qui suivent sont un mélange de silence, de peur, d'angoisse. Sa femme ne répond plus à ses appels, ni même à ses messages. Notre ami, il continue d'aller travailler, mais il sait que sa vie a pris un tournant et que malheureusement il doit s'y faire. Mais que chaque jour, il vit dans une véritable angoisse. Il ne sait pas si il peut encore perdre sa carrière professionnelle, mais que probablement il a déjà perdu son mariage. Et à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais eu de nouvelles de ce mec. Donc, de son supposé pote qui a refait surface dans sa vie. Mes amis, l'histoire n'est pas finie parce que c'est au bout de 3 semaines, donc 3 semaines, c'est quand même long, que sa femme, un jour, revient à la maison et elle lui dit « Écoute, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir ces dernières semaines. Je suis arrivé à la conclusion qu'on est adulte, on a eu une enfance, je connais ton enfance dans les grandes lignes, mais je sais pas exactement ce que tu as vécu. Et je me dis, voilà, moi j'ai fait des erreurs, pas aussi graves, mais j'ai fait des erreurs. Tu en as fait, ça a eu des énormes conséquences. Donc je ne peux pas te juger ni même mettre un terme à notre mariage par rapport à ce que tu as fait, alors qu'on ne se connaissait même pas. Donc, j'ai envie de continuer avec toi, c'est toi l'homme que j'aime. Par contre, il y a une condition pour que ça continue. Et vous allez voir, mes amis, la condition, Mathieu, il est un peu en PLS. Elle lui dit, j'ai envie que tu te rendes au commissariat, pas forcément aujourd'hui, mais dans la semaine, que tu te dénonces par rapport à cette histoire qui s'est passée il y a de nombreuses années, simplement pour que les enquêteurs puissent mettre un terme à cette histoire et qu'ils puissent expliquer à la famille du défunt ce qui s'est réellement passé. Mathieu, lorsqu'elle lui dit ça, il est en sueur, il se décompose sur place parce que il nous explique à ce moment-là qu'il ne sait pas s'il doit quitter sa femme ou accepter sa proposition. Mais très vite, dans sa tête, il se dit, de toute façon, si je quitte ma femme, il y a un monde où demain, elle va au commissariat et c'est elle qui me balance. Donc il lui dit, écoute, laisse-moi y réfléchir, mais je vais probablement le faire. Et c'est 4 jours plus tard qu'il se rend dans le commissariat de son village, qu'il avoue tout. Mais ce à quoi il n'avait pas pensé, c'est que cette histoire, elle s'est passée il y a presque 20 ans et que visiblement, il y a prescription. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être jugé pour une histoire qui s'est passée il y a aussi longtemps. Ça, je vous avoue, ça a vérifié, je ne connais pas les lois, je ne sais même pas dans quel pays ça s'est passé. Je crois que, si je dis peut-être d'énormes bêtises, je suis désolé, mais moi j'ai entendu un truc qu'en France c'était 20 ans, en tout cas pour les crimes. De nouveau, je dis peut-être d'énormes conneries, donc corrigez-moi dans les commentaires. Et si jamais il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui fait du droit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme ça on aura plus d'infos. Mais tout ça, ça fait que Mathieu n'a pas pu être jugé, et donc que ça n'a pas eu vraiment de conséquences sur sa vie actuelle. Le seul truc, c'est qu'il vivra avec la culpabilité d'avoir ôté la vie de quelqu'un qui n'avait rien demandé. Mais bon, vous allez me dire, il vit déjà avec cette culpabilité depuis le jour où il y a eu cet incident. Donc, voilà, ça devrait pas lui changer grand chose. En tout cas, moi cette histoire, je l'ai trouvée assez triste parce que je me dis, dans l'histoire, il y a une personne qui a perdu la vie à cause d'une histoire très conne. Genre, si vous, une fois, vous avez l'idée à un quelconque moment de vous dire je vais mettre le feu à quelque chose, je sais pas, dites-vous direct que c'est une idée de merde, mais que ce soit à un bâtiment, à un mouchoir ou même une feuille dans la nature, s'il vous plaît, ne jouez pas avec ça, ne faites pas les débiles, parce que ça peut avoir des conséquences absolument monstrueuse. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, la première aussi. Moi perso, je les ai bien aimées les deux, je les ai trouvées vraiment intéressantes. Et si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi également laquelle vous avez préférée. Et voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram, et moi je vous promets de vous retrouver très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.